Histoire 1. Timba était un berger de 45 ans vivant dans un village rural en Afrique du Sud. Il avait passé toute sa vie dans ce village et connaissait ses terres comme sa poche. Il avait grandi en jouant au football avec ses amis dans la terre rouge et en explorant les frontières du parc. Maintenant adulte, la routine quotidienne de Timba tournait autour de l'élevage du bétail du village. Chaque matin, il rassemblait les vaches et les chèvres et les menait au pâturage avant que la journée ne devienne trop chaude. Dernièrement, cependant, les choses n'étaient pas si simples. Une sécheresse dévastatrice avait lourdement affecté la région. Le soleil brûlait la terre, transformant les pâturages en poussière. Les vaches étaient devenues toutes maigres à cause du manque de verdure, ce qui signifiait que les villageois avaient de moins en moins de lait et de viande. Les nuits affamées hantaient Timba, alors qu'il se demandait avec anxiété comment subvenir aux besoins de sa femme et de son jeune fils. Pour aggraver les choses, la sécheresse avait également épuisé les proies dans ce village autrefois paisible. Les prédateurs affamés, en particulier les lions, devenaient de plus en plus désespérés. Les responsables du parc ont averti qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que les grands félins ne viennent chercher des proies faciles à l'extérieur des clôtures. Au cours de la semaine suivante, Timba a remarqué des empreintes fraîches autour des bords du village. Les prédateurs recherchaient des animaux ou des personnes vulnérables. Timba a suggéré de déplacer l'enclos du bétail plus près du centre du village pour des raisons de sécurité, mais le chef du village a rejeté ces préoccupations, affirmant que la tradition devait être préservée. 3 nuits plus tard, Timba a été violemment tiré de son sommeil par les cris des vaches et des chèvres. Le cœur battant, il a saisi le bâton épais près de son lit et a couru dehors. Il est arrivé sur une scène de carnage, illuminée par une pleine lune. Devant lui se dressait une horde de lions, leurs corps osseux dessinant des silhouettes faméliques. Leurs yeux, brésiers ardents dans l'obscurité, fixaient l'homme avec une intensité féroce. Ils éventrèrent le bétail de gauche à droite dans une frénésie alimentaire horrifique. Le sang teintait la terre en rouge. Timba s'est figé, paralysé par la vue. Les lions grognaient sur leur proie, les yeux brillants. Quelques vaches restantes ont fui devant Timba dans la nuit. Sortant de sa transe terrifiée, Timba a levé son bâton et a rejoint plusieurs autres villageois pour éloigner le bétail survivant du massacre. Mais il était trop tard pour plus d'une douzaine d'animaux gisant mutilés et sans vie. La rage bouillait en Timba, surmontant sa peur. Ces lions avaient pris la dernière source de nourriture des villageois, les condamnant à la famine. Ils ne pouvaient pas rester là tandis que la horde dévorait leurs moyens de subsistance. Timba a crié de colère et s'est précipité vers les lions, les piquant férocement avec son bâton. Il a asséné des coups lourds à un grand mâle, le repoussant de quelques pieds, mais son courage désespéré n'était pas de taille face à la puissance d'une troupe affamée et déterminée à se nourrir. Le mâle s'est retourné, serrant ses mâchoires sur le mollet de Timba dans un éclair de crocs et de muscles. Au milieu du chaos et de l'horreur de la scène, d'autres villageois regardaient avec désespoir impuissant. Certains, comme Timba, étaient pris dans l'attaque implacable des prédateurs. D'autres étaient incapables de tenter même une défense faible, leurs membres alourdis par le fardeau des luttes pour la survie. Criant de douleur, Timba s'est écrasé dans la terre. Il criait et frappait frénétiquement avec son bâton, mais c'était une défense futile contre ces tueurs sauvages. Plus de lions sont descendus, déchirant les bras et la poitrine de Timba, lacérant sa chair avec leurs griffes. En quelques instants, il était dévoré vivant. Les hurlements agonisants de Timba se faisaient entendre loin dans la nuit, tandis que la frénésie alimentaire impitoyable continuait. Lorsque certains villageois sont revenus avec des fusils et ont chassé les lions avec des coups de feu, il était trop tard. Les restes mutilés et à peine reconnaissables de Timba gisaient trempés de sang parmi les carcasses éparpillées du bétail. Un chagrin stupéfiant a balayé le village. Ils avaient perdu plus d'une douzaine de vaches et de chèvres, ainsi que Timba, un ami et père bien-aimé, et quelques autres villageois également. Les lions affamés ne s'arrêteraient sûrement pas là. Le chef du village a regretté de ne plus pouvoir attendre. Demain, il devait commencer à se relocaliser entièrement pour échapper aux menaces mortelles rôdant juste à l'extérieur du village. La sauvagerie de l'attaque surprise des lions n'a fait qu'amplifier la douleur. Timba, ainsi que les autres villageois, avaient payé le prix ultime en défendant le bétail du village.
Il s'était sacrifié bravement pour les gens, mais n'avait aucune chance contre toute une troupe de lions affamés. Leurs morts horribles entraient tous ceux qui avaient vu les lions les dévorer furieusement jusqu'à l'os. L'histoire de Timba, ainsi que celle des autres villageois, s'est répandue comme un avertissement sobre sur la dure réalité de la vie en bordure de la nature sauvage. Leur héroïsme a inspiré de nouveaux appels à aider les villages ruraux à mieux coexister avec les animaux dangereux. Des solutions préventives, comme des enclos nocturnes à l'épreuve des lions, ont été discutées. Bien que tragiquement trop tard pour Timba et tout le village. À leurs funérailles, l'atmosphère était lourde de chagrin, mais il y avait de la gratitude pour leur sacrifice désintéressé, afin que le reste du village puisse échapper aux lions et vivre pour voir un autre jour. Avant que les restes de Timba ne soient descendus dans la terre, le jeune fils de Timba a placé le bâton ensanglanté de son père sur le cercueil. Ce dernier bien terrestre servait de rappel du courage de Timba en défendant son peuple. Même lorsque les chances n'étaient pas de son côté, il avait affronté les prédateurs les plus mortels d'Afrique. Bien que le corps de Timba soit brisé, son esprit vivait et donnait de l'espoir à son peuple. Car dans les terres sauvages et indomptées de l'Afrique du Sud, l'espoir était ce qui maintenait les villageois vivants chaque jour. Histoire 2. Jomo était un braconnier d'ivoire de 37 ans vivant dans un petit village pauvre à la frontière d'une réserve naturelle en Afrique du Sud. Il avait grandi dans une extrême pauvreté avec une mère malade et sans père. Se tourner vers la chasse illégale à l'adolescence avait été le seul moyen pour Jomo de survivre et de se donner une chance de mieux vivre. Jomo avait une silhouette mince et élancée qui lui permettait de traverser rapidement et furtivement la brousse épaisse nuit après nuit sans être détecté. Ses compétences inégalées en tant que pisteur et sa volonté de tuer la faune en danger lui avaient permis de devenir l'un des braconniers les plus réussis d'Afrique du Sud. Mais cette même brutalité rendait aussi Jomo l'un des plus dangereux. Au cours de la dernière décennie, Jomo avait chassé et tué brutalement des dizaines d'éléphants et de rhinocéros pour scier leurs défenses et leurs cornes et les vendre sur le marché noir lucratif. Même les gardes du parc lourdement armés vivaient dans la crainte de croiser accidentellement le chemin de Jomo. Ses compétences en tir et en pistage étaient tellement célèbres et affinées que c'en était naturel. Une fois que Jomo repérait les traces d'un animal, il était presque certain qu'il ne s'échapperait pas vivant. Mais ces dernières années, il restait de moins en moins d'éléphants dans la vaste réserve, ce qui rendait l'ivoire de plus en plus difficile et long à localiser et à se procurer pour Jomo. Ce sentiment de frustration grandissait chaque jour, alimenté par la réalité amère que, malgré les risques énormes et l'épuisement physique qu'il endurait, ses efforts semblaient de moins en moins rémunérateurs. Pendant ce temps, les principaux acteurs du commerce illégal d'animaux sauvages profitaient confortablement de leur sécurité, accumulant des richesses grâce aux précieuses marchandises que Jomo mettait sa vie en danger pour obtenir et leur fournir, amplifiant encore plus l'injustice qu'il ressentait. Continuant à s'enrichir en vendant les parties d'animaux que Jomo leur fournissait. Puis, une nuit noire comme du jet, sous le couvert de l'obscurité, Jomo décida audacieusement de s'aventurer bien plus loin qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Ces régions éloignées étaient exceptionnellement dangereuses, même pour un braconnier chevronné comme lui, regorgeant de faune et de gardes du parc. Mais Jomo savait que s'il restait encore des troupeaux d'éléphants intacts, c'est ici qu'il les trouverait. Les sections plus intérieures étaient également largement inexplorées par les braconniers rivaux de son village et d'autres. Ici, un homme avec les compétences létales de Jomo pourrait vraiment revendiquer un butin pour lui-même. Caché derrière un monticule de termites, Jomo observait la fierté des lions dévorer leur repas durement gagné, un zèbre abattu par leur chasse coordonnée. Il scanna le groupe, notant le mâle dominant à la crinière mature, surveillant royalement le festin. Jomo ajusta son fusil, ses doigts traçant le métal froid, tandis qu'il visait. Un bruissement de feuilles derrière lui fit froid dans le dos. Se retournant lentement, il fit face à un garde du parc au regard ferme et inébranlable. Sans un mot, le garde fit signe à Jomo d'abaisser son fusil. Jomo hésita, son emprise sur l'arme se relâchant. Les rugissements lointains des lions résonnèrent dans l'air, rappelant la sauvagerie qu'ils s'apprêtaient à perturber. L'expression du garde resta sévère, transmettant un message d'autorité et de déception. D'un geste délibéré,
le garde fit signe à Jomo de s'éloigner de son poste d'observation vers l'abri des arbres. Alors qu'il se retirait, les compagnons du garde émergèrent de l'ombre, formant un périmètre silencieux mais déterminé. Leur présence rappelait que la nature sauvage n'était pas sans protection, que ceux qui avaient juré de la protéger étaient vigilants et unis. Le fusil de Jomo lui fut retiré, symbolisant la rupture de son lien avec la voie destructrice qui l'avait suivi. Les sons rythmiques du festin des lions continuaient, un arrière-plan poignant à la réalité qu'il avait choisi d'ignorer. Jomo ressentait un mélange d'émotions alors qu'il était éloigné du monticule de termites. Le regret, la honte et une compréhension croissante de la gravité de ses actions pesaient lourdement sur lui. La présence silencieuse du garde parlait d'elle-même, rappelant à Jomo qu'il ne s'agissait pas seulement d'éviter la capture, mais aussi de ne pas empiéter sur un écosystème délicat qui existait bien avant son arrivée. La lumière déclinante peignait la savane de nuances d'orange et de violet, projetant de longues ombres qui dansaient avec l'herbe bruissante. Les rugissements des lions étaient maintenant des échos lointains et leur festin s'était transformé en une scène fantomatique sous l'obscurité envahissante. Son parcours avec les gardes le conduisit au cœur de la nature sauvage, passant devant des acacias imposants et des ruisseaux murmureurs. À chaque pas, les pensées de Jomo se tournèrent vers l'intérieur, son esprit repassant les scènes de la beauté impitoyable de la nature et de la lutte brutale pour la survie qu'il avait failli perturber. Histoire 3. Kwame était un chasseur de gros gibier de 45 ans vivant dans un village rural près d'une réserve sauvage en Afrique du Sud. Il venait d'une longue lignée de chasseurs, son père lui ayant appris à traquer et à tuer des prédateurs dès son plus jeune âge. Kwame n'avait jamais perdu le frisson primal de l'affrontement contre les bêtes les plus redoutables d'Afrique, mais dernièrement, il semblait que ses compétences diminuaient avec l'âge et les lions habitant la réserve prenèrent le dessus. La plupart des villageois toléraient le passe-temps de Kwame de chasser les lions et autres animaux sauvages malgré le sentiment public croissant contre cela. Après tout, il empêchait la population locale de lions de sortir des limites de la réserve et de devenir une menace pour leur communauté et leur bétail. Kwame préférait la traque traditionnelle dans la brousse avec lance et couteau aux armes à feu. Pour lui, c'était un test, un honneur, une manière de prouver sa valeur contre la nature sauvage. Le statut de Kwame dans le village reposait depuis longtemps sur sa réputation redoutable en tant que meilleur chasseur de lions et autres animaux dangereux de la région. Cependant, une série de rencontres très rapprochées avait laissé même le normalement intrépide Kwame profondément ébranlé ces dernières années. Un léopard avait évité la lance de Kwame et l'avait presque mutilé. Une meute de hyènes avait audacieusement volé une antilope fraîchement tuée juste sous le nez de Kwame, le laissant humilié alors qu'il était contraint de rentrer au village les mains vides. Des murmures circulaient parmi les villageois, suggérant que peut-être l'époque de Kwame en tant que chasseur de prédateurs invaincus était enfin passée. Les villageois chuchotaient souvent entre eux, se demandant à voix basse si le temps de Kwame, autrefois redouté pour sa capacité à traquer et à abattre les plus grands prédateurs, n'était pas révolu. Son ego gravement blessé, il redoubla d'efforts pour restaurer ses compétences de chasseur, passant presque chaque moment libre à traquer un lion mâle exceptionnellement grand à travers les brousses intérieures de la réserve, bien plus loin que Kwame n'était jamais allé en chasse. Cette bête semblait presque mythique ou surnaturelle par ses proportions massives et était sûrement le lion que la légende locale disait régner sur la réserve. Tuer un lion d'une telle taille restaurerait le respect pour les compétences de Kwame en tant que maître chasseur et pisteur. Mais plus Kwame s'aventurait dans ce terrain inconnu, plus les doutes commençaient à le ronger. Cependant, il repoussait constamment toute pensée négative, suivant les traces géantes du lion encore plus profondément dans le dédale dense de broussailles. Enfin, il entendit le rugissement tonitruant du lion au loin. La chasse était véritablement lancée maintenant. Il aperçut le mâle massif, festoyant tranquillement sur une proie fraîchement tuée. Un zèbre. Cette bête extraordinaire cimenterait certainement le statut légendaire de Kwame en tant que plus grand chasseur de lions du village s'il parvenait seulement à s'approcher suffisamment pour lancer sa lance avec précision. Kwame contourna silencieusement en se plaçant sous le vent, s'approchant prudemment du lion festoyant par derrière. Mais soudainement, en un instant, la tête du lion se tourna et ses yeux ambrés perçants se fixèrent directement sur Kwame. Sentant la menace, le lion géant abandonna son repas et chargea droit sur Kwame avec une rapidité explosive choquante.
Les instincts de Kwame le firent lancer sa lance directement sur le lion qui approchait. Cette fois, la lance trouva sa cible, s'enfonçant dans l'épaule du lion. Le lion poussa un rugissement de douleur alors que la blessure ralentissait sa charge. Saisissant cette opportunité d'une fraction de seconde, Kwame se retourna et s'enfuit dans la brousse aussi vite que ses jambes le portaient. Le lion blessé grognait bruyamment, sa douleur résonnant dans l'air. Finalement, la poursuite implacable se transforma en une retraite chancelante. Haletant et scrutant la brousse pour tout signe du lion, Kwame réalisa à quel point il avait échappé de justesse à la mort. Si le lancer de la lance avait manqué sa cible ou seulement égratigné le mâle agressif, il aurait sûrement rencontré une fin horrible dans ses mâchoires. Kwame remercia sa chance que son tir précis ait blessé la créature juste assez pour forcer sa retraite. Kwame aspirait à ce que cette expérience transformante lui apporte une compréhension plus profonde et plus réfléchie de l'équilibre délicat et complexe entre la vie et la mort au sein de l'environnement sauvage. Il souhaitait que cette prise de conscience nouvelle l'aide à mieux apprécier la fragilité et la beauté de l'écosystème naturel et à respecter davantage les lois de la nature. À partir de ce jour décisif, Kwame ne chassa ni ne tua plus jamais d'animaux. Il comprit pleinement que la violence contre les créatures de la terre ne produisait que destruction, haine et désunion, non seulement dans la nature perturbée elle-même, mais aussi, de manière plus insidieuse, dans les cœurs, les esprits et les âmes des hommes. Kwame devint ainsi une voix douce, mais puissamment influente pour la compassion et la coexistence avec les animaux parmi son village et sa communauté. Il guida gentiment son peuple vers la vision de se voir comme des protecteurs de la nature sauvage, non des conquérants craintifs ou des prédateurs cherchant à dominer la terre. Histoire 4. Zuberi était un pêcheur de 55 ans vivant dans un village le long du fleuve Limpopo, dans le sud de l'Afrique. Ses journées étaient rythmées par le lever avant l'aube pour pêcher les eaux poissonneuses, comme ses ancêtres l'avaient fait pendant des siècles. Bien que les modestes huttes en herbe de Zuberi et son précieux canoë creusé constituent de son monde entier, des signes troublants suggéraient récemment que tout n'allait pas bien le long des rives du fleuve. Les origines du village de Zuberi étaient intimement liées aux flux et reflux du fleuve. Ces eaux vivifiantes soutenaient leurs cultures et leur bétail, et la nuit, les hippopotames broutant le long des rives offraient une berceuse au village. Mais récemment, les tensions entre l'homme et la nature augmentaient. Les barrages en amont et la pollution avaient affecté la vitalité du Limpopo. Les poissons se faisaient rares et le nombre d'hippopotames diminuait. Pire encore, des lions et des hyènes affamés surgissaient des broussailles en quête de repas. Ces développements pesaient lourdement sur Zuberi. En tant qu'aîné du village, il se sentait responsable de rétablir l'équilibre le long de leur tronçon du fleuve. Il décida alors de construire un enclos pour les chèvres et les bovins des villageois le long du fleuve. Cela permettrait aux gens et à la faune de partager l'eau en toute sécurité. Tôt chaque matin avant de pêcher, Zuberi travaillait à l'enclos, tissant étroitement des épines d'acacia pour former une barrière vivante. À la fin de la semaine, un impressionnant enclos gardait le fleuve. Un enclos circulaire impressionnant qui entourait désormais les rives du fleuve pour les sécuriser. Zuberi rayonnait de fierté lorsque les premières chèvres furent conduites à l'intérieur, bêlant joyeusement en buvant sous son regard vigilant. Cette nuit-là, Zuberi dormit profondément, satisfait de ses efforts pour rétablir l'harmonie. Une légère pluie tombait, tapotant doucement son toit de chaume. Puis, les cris paniqués des chèvres et des bovins brisèrent le calme. Se redressant en sursaut, Zuberi réalisa avec horreur qu'une troupe de lions affamés devait attaquer le nouvel enclos sous le couvert de l'obscurité et de la pluie. Ne prenant que sa lance, Zuberi courut vers les bruits chaotiques, mais il était trop tard. Lorsqu'il arriva, essoufflé à l'enclos, un carnage l'attendait dans l'obscurité. Des carcasses de bétail mutilées étaient éparpillées partout. Un lion mâle géant avec une crinière majestueuse le regarda et montra ses crocs ensanglantés à travers la clôture brisée de l'enclos. L'estomac de Zuberi se retourna à cette vue, mais il resta résolu. Ces lions ne prendraient pas ce qui restait des précieux troupeaux de son village. S'avançant, Zuberi cria et agita sauvagement sa lance, désespéré de faire fuir la troupe avant que davantage de dégâts ne soient causés. Mais les lions étaient ivres de frénésie après leur premier repas substantiel depuis des semaines. Le mâle dominant rugit férocement sur Zuberi pour avoir osé interrompre leur festin. Avant que Zuberi ne puisse réagir, le lion traversa la clôture éclatée et se jeta droit sur sa gorge.
Il réussit à dévier l'attaque initiale avec le manche de sa lance, mais le lion n'était pas à dissuader. Il donna un autre coup de patte, ne faisant perdre l'équilibre à Zuberi, et en voyant son arme voler inutilement dans la boue. Le monde tourna alors que la bête massive le plaquait au sol. Les griffes acérées et les dents jaunes déchiraient d'à ses épaules et son cou alors que le lion commençait à le mutiler sauvagement. Il cria de douleur, se débattant frénétiquement mais en vain. Le lion avait ses mâchoires serrées autour de son cou, le secouant violemment d'un côté à l'autre comme une poupée de chiffon. Alors que les bords de sa vision s'assombrissaient, Zuberi sut que son heure était venue. Sa seule consolation était de savoir qu'il rejoindrait bientôt ses ancêtres qui veillaient sur ce fleuve. À ce moment-là, des grognements éclatèrent de l'autre rive. Un hippopotame mâle, avec de grandes défenses incurvées, chargeait droit sur eux, furieux de l'intrusion du lion sur son territoire. Il fonça sur le lion, le faisant rouler loin de Zuberi en un éclair de crocs et de peau. Stupéfait mais vivant, Zuberi regarda l'hippopotame se positionner entre lui et la troupe, lançant des menaces à travers le fleuve. Leur repas interrompu, les lions frustrés finira par se retirer dans les broussailles, ne laissant que des empreintes et de la fourrure ensanglantée derrière eux. L'hippopotame audacieux avait sauvé la vie de Zuberi. Plus tard, après avoir reçu des soins pour ses blessures, Zuberi se retrouva une fois de plus au bord du majestueux fleuve Limpopo, retrouvant le calme de son environnement familier. Tandis qu'il observait l'hippopotame paisiblement broutant à proximité, il comprit que la nature envoyait un message clair. L'équilibre écologique pouvait être rétabli si l'homme et la nature travaillaient ensemble dans un effort harmonieux. Il prit conscience que son erreur résidait dans son arrogance de vouloir complètement barricader et éloigner la faune du fleuve, une source vitale dont dépendaient tant d'espèces. Il réalisa que la véritable solution résidait dans la coopération et la coexistence. En partageant de manière patiente et pacifique l'accès à ces eaux sacrées, Zuberi était convaincu que l'espoir et la prospérité finiraient par revenir pour son village et la faune environnante, permettant ainsi à tous de prospérer ensemble dans ce précieux écosystème.